cinéma parlant, Hollywood louchait sur Berlin, Paris, Londres et Stockholm. Jalousie ou fascination? Découvrez-le tout de suite. Nous sommes aujourd'hui saturés d'images. La plupart du temps, nous ne leur accordons pas plus d'attention qu'à nos papiers peints. Les images animées ne sont plus un événement. Il y a 100 ans, elles relevaient du miracle. Lorsque les spectateurs virent ce train se précipiter sur eux, ils prirent la fuite. Un nouvel art était né, une énergie nouvelle se déchaînait. Cette force surgissait de l'obscurité, portée par un rayon de lumière. Dans les premières décennies du cinéma, c'est en Europe que sont nés les plus grands films du monde. L'Europe a mené le monde jusqu'à la Première Guerre mondiale. Si elle a été rattrapée par l'Amérique au plan commercial, elle demeure inégalée au plan artistique. En 1894, les films ne pouvaient être vus que par une seule personne à la fois, sur des machines à pièces. La projection sur grand écran et la réalisation de toute une gamme de nouveaux films fut l'objet d'une course, remportée par Louis Lumière, que nous voyons ici dans les années 20 avec sa célèbre caméra. Louis Lumière et son frère Auguste possédaient l'une des plus grandes usines de plaques photographiques d'Europe. Et en 1895, ils présentèrent une série de films. En décembre eut lieu la première représentation publique payante, dont voici le premier film. Des ouvriers sortant de leur usine à Lyon. 35 personnes seulement vinrent à ce spectacle. Et les films duraient moins d'1 minute. Beaucoup étaient des films personnels, comme ici Auguste Lumière avec sa femme et son bébé. Le public était médusé un peu par le bébé et beaucoup par les feuilles qui ondoyaient dans le vent à l'arrière-plan, car on ne connaissait alors que les décors peints du théâtre. La première comédie cinématographique fut si populaire que les frères Lumière durent la tourner à nouveau. Le public se chiffra bientôt en milliers de personnes par jour. Les frères Lumière continuaient de leur fournir des scènes familières, mais en voyant ce train foncer sur eux, en 1896, les spectateurs des premiers rangs plongèrent pour l'esquiver. Les Lumières ne semblaient pas avoir conscience de ce qu'ils avaient mis en marche. Le cinéma, disait-il, allait durer 6 mois à 1 an. Ils n'en persévérèrent pas moins dans la voie empruntée, tout en améliorant le produit. Cette bagarre entre joueurs de cartes est interrompue par le tuyau d'arrosage. Les frères Lumière eurent bien des imitateurs dont certains peignaient leurs films à la main. Les Lumière devaient se défendre des imitations car ils n'étaient pas les seuls inventeurs en la matière. Max Skladanivsky mit au point un appareil qu'il présenta à Berlin 1 mois avant le spectacle des Lumières en décembre. Mais son bioscope était une machine peu pratique
nécessitant 2 projecteurs, et fut vite abandonnée. La caméra lumière avait la taille d'une boîte de cigares et servait aussi bien au tirage des copies qu'à la projection. Les Lumières ont réalisé cette prise de vue de Piccadilly Circus en 1896, l'année de leur début en Grande-Bretagne. Après une première représentation à Regent Street, ils emménagèrent à l'Empire Theatre à Leicester Square, qu'ils filmèrent également. L'Empire était un music-hall et le cinématographe n'était qu'une petite attraction sur la grande affiche, mais il était immensément populaire. 15 jours plus tard, de l'autre côté de la place, à l'Alhambra, Robert William Paul présentait son animatographe utilisant ses propres caméras et projecteurs. Bientôt, aucun spectacle de music-hall ne put se passer de sa représentation cinématographique. Les Lumières devaient travailler dur pour rester en tête. Ils envoyaient leurs caméramens en des endroits éloignés et dangereux et inventaient de formidables histoires pour maintenir le public en haleine. Les caméramens inventèrent le travelling sans même s'en rendre compte lorsqu'ils installèrent une caméra sur un train. Et ils montrèrent l'ancien Trocadéro à Paris depuis l'ascenseur de la Tour Eiffel. Les Britanniques se révélèrent aussi inventifs que les Français pendant une période brève mais glorieuse, à la fin du siècle dernier. Leurs techniciens se mirent à relier des scènes entre elles, à les monter, ce qui en augmenta l'impact. George Albert Smith utilisa d'audacieux gros plans dans des films de trucage, longtemps avant qu'ils ne deviennent à la mode dans les longs métrages. Dans ce film de James Williamson, un homme rendu fou par les photographes entreprend d'avaler la caméra. En Angleterre, le cinéma gagna en prestige avec l'apparition de la famille royale. Lors des obsèques de la reine Victoria en 1901, le nouveau roi Édouard VII arrêta un moment le cortège. Ce geste est entré dans la légende comme celui du roi posant pour la caméra. À cette époque, le cinéma était essentiellement une distraction de la classe ouvrière, souvent représentée par des forains. La Sheffield Photographic Company était composée de montreurs ambulants, qui tournaient aussi leurs propres films. Celui-ci fut exporté aux États-Unis comme la plupart des films anglais d'alors. Avec sa poursuite, représentée par une succession de plans, il inspira le grand thème américain de l'attaque du train. La plupart des projections avaient lieu sur les champs de foire. Voici les seules images qui nous restent de la foule qui s'y engouffrait. Un brave paysan se moque du cinématographe jusqu'à ce que, comme le train des Lumières, celui-ci se révèle un peu trop réaliste. Les représentations laissaient souvent à désirer. Outre la mauvaise qualité des copies, un autre risque plus sérieux inquiétait les gens, le feu. En 1897 à Paris, un tragique incendie causé par un projectionniste tua 140 personnes, dont la plupart appartenaient aux hautes sphères de la société. Des lois furent votées visant à des constructions plus fonctionnelles. Pour quelques sous, on avait un certain confort. Les femmes se sentaient en sécurité, il y avait de la musique et la rassurante présence d'un pompier. Parmi ces premiers films, les plus appréciés furent sans conteste ceux de Georges Méliès. C'est lui-même que nous voyons ici. Méliès construisit le premier véritable studio cinématographique à Montreuil, où il tourna quantité de films d'une surprenante inventivité. Méliès faisait absolument tout. Il construisit même sa propre caméra parce que Lumière ne voulait pas lui vendre la sienne. Comme Buster Keaton 20 ans plus tard, il interprète lui-même chaque membre d'un orchestre.
Pour ce sacre d'Édouard VII, les caméras ne furent pas autorisées à filmer dans l'abbaye de Westminster. Pour le marché britannique, le producteur Charles Urban confia cette mission à Méliès, qui simula obligeamment le tout dans un petit studio. Ces films étaient souvent coloriés à la main, et plus souvent encore illégalement copiés, surtout en Amérique, où ils avaient un énorme succès. La colorisation à la main était certes trop coûteuse pour s'appliquer à chaque film, mais l'image animée devait affronter une sérieuse concurrence. Bien avant le cinéma, les lanternes magiques avaient une tradition en matière de qualité, de couleur et de mouvement. Les diapositives avaient anticipé bien des mécanismes cinématographiques. Les jouets optiques avaient eux aussi habitué les gens à l'idée du mouvement. En France, le pionnier Léon Gaumont saisit le potentiel de la nouvelle image animée. Il entreprit la fabrication de matériel et de pellicules, ainsi que de la production de films. Il était en rivalité avec la société Pathé, symbolisée par le coq gaulois, qui agrémentait sa vaste production de films à trucage pour concurrencer Méliès. En Allemagne, les producteurs faisaient leur premier pas vers une forme d'imaginaire qui ferait un jour leur réputation. Métamorphosée par une pluie de pièces magiques, la petite paysanne part pour le pays enchanté. Oskar Mester fut le pionnier du cinéma allemand. Comme tous les cinéastes, Mester connaissait le pouvoir d'attraction du sexe, artistiquement représenté pour contourner la censure. « 20 ans avant l'avènement du son, et avec d'autres producteurs, il présenta des images parlantes en utilisant le gramophone. Il est tout à fait étonnant que ces promoteurs soient parvenus à synchroniser à un stade aussi précoce. L'amplification était insuffisante pour les grandes salles. Mais avant d'être abandonné, le système obtint de remarquables résultats. J'aime surtout la peuplade qui m'attend au pays breton. Les exploitants ayant longtemps espéré des mécènes plus fortunés, les films étaient faits pour évoquer des pièces de théâtre luxueusement montées. La musique de ce célèbre film, réalisé par une société appelée Film d'Art, fut orchestrée par l'éminent compositeur Camille Saint-Saëns. Sarah Bernard, la plus grande actrice française, avait bien compris le nouveau statut du cinéma. Cette production d'1 heure présenta les films de fiction à l'Amérique. En Angleterre, la production cinématographique était encore une industrie artisanale. C'est dans le jardin de cette maison de Walton-on-Thames que fut construit le premier studio de Cecil Hepworth, l'un des grands pionniers du cinéma. Sa petite société commença par produire des centaines de courts-métrages, comme cette comédie de 1901, racontant les mésaventures d'un plombier. Hepworth fut bientôt plus exhaustif. Il avait un chien appelé Blair et un bébé prénommé Barbara.
Il les mit tous les deux dans un film où une gitane ayant volé l'enfant, le chien entreprend de le retrouver. Plus que jamais, ce simple film faisait appel au montage pour raconter une histoire. Il définit les critères pour de nombreux films de poursuite et de suspense à venir. Cecil Hepworth y jouait et l'on a même dit que c'est lui qui l'avait réalisé. C'était en fait le travail de son employé, Lewin Fitzhamon. Coût total de la production, 7 livres, 13 shillings et 9 pence. De retour auprès d'une madame Hepworth rongée par l'angoisse. Le chien est porté en triomphe, le bébé. Hepworth en vendit tant de copies de par le monde que le négatif finit par s'user. Il dut refaire 2 fois le film pour répondre à la demande. Ce sont les Français qui portèrent le film à suspense à sa perfection. Des cambrioleurs font irruption dans une villa tandis que l'épouse téléphone à son mari médecin. Les gros plans, rares à l'époque dans les films de fiction, faisaient apparaître le coq, marque de fabrique de pâté, afin de décourager toute copie illégale. Dans sa course pour arriver à la rescousse, ce film évoque le travail de David Wark Griffith aux États-Unis. Sauf qu'il fut tourné début 1908, plusieurs mois avant que Griffith embrasse la carrière cinématographique. À droite, le grand précurseur Charles Pathé, avec Ferdinand Zecca, son partenaire. Zecca combinait la créativité à un sens du commerce hors du commun. L'excellente qualité de leur production faisait de Pathé la société la plus appréciée du public européen. Ces images, en avance même sur Méliès, sont signées de l'espagnol Segundo de Chomón. Pour ces films couleurs, Pathé avait installé dans ses usines de Vincennes un système de colorisation au pochoir à la chaîne qui employait une main-d'œuvre féminine. D'autres pays avaient leur propre système. Les Italiens obtenaient cette excellente qualité par la colorisation à la main, puis ils adoptèrent une technique similaire à celle de Pathé. Lorsqu'en 1905 éclata la première révolution russe, Ferdinand Zecca procéda à sa reconstitution. À partir de prises de vue d'une véritable bataille navale russe, fut reproduite la mutinerie à bord du cuirassé Potemkin. Le public dut affronter un épouvantable massacre. Cela peut nous paraître évident aujourd'hui, mais comment les spectateurs pouvaient-ils alors savoir qu'il s'agissait d'une mise en scène ? Les réalisateurs exploitaient la fragile frontière qui sépare la réalité de la fiction. 1910 vit le lancement des actualités hebdomadaires. La couverture par la Gaumont du siège de Sydney Street en 1911 a rendu compte de la tension causée par un événement d'une extrême violence. L'armée et la police avaient encerclé une maison qui abritait des anarchistes russes accusés du meurtre de policiers.
notamment le ministre de l'Intérieur, Winston Churchill. La société Clarendon de Croydon mit en scène un siège de son cru pour un film à suspense sur des espions internationaux. La Grande-Bretagne, avec sa suprématie maritime, était le centre mondial de la distribution, mais sa production était devenue moins efficace que celle d'autres pays comme l'Italie. Les Italiens recréaient le monde antique avec un génie qui faisait l'envie d'Américains comme Griffith. La chute de Troie, la retraite de Moscou, le cinéma italien se tailla une réputation grâce à l'excellente qualité de sa photographie et à la convaincante reconstitution de son lointain passé. Mais rares sont ceux qui égalèrent le savoir-faire technique des réalisateurs danois. Curieusement, ils décidèrent d'éviter les films historiques. Après Pathé, les studios Nordisk de Copenhague était la société de production la plus importante d'Europe. Ils furent créés en 1906 par Ole Olsen, qui décida que sa société tournerait des films d'une actualité brûlante pour un public international. August Blom mit en scène un film sur la traite des Blanches qui comportait un triptyque. Ces trois éléments devaient être réunis à l'image. Nous étions en 1910. Le film, situé à Londres, était un extraordinaire mélodrame. Il fut si populaire que la Nordisk fit une suite, puis une autre, et encore une autre. En 1912, Alfred Lind assuma la mise en scène et la photographie de ce drame dans lequel un funambule accomplit un sauvetage apparemment impossible. Ole Olsen comprit bientôt le potentiel que représentait l'exportation. Lorsque la Nordisk fit La fuite devant la mort, le réalisateur tourna un happy end pour les États-Unis et l'Europe occidentale. Les Russes, eux, eurent droit à une fin tragique. Ils en commandèrent 40 copies. Asta Nielsen était une actrice de théâtre de second ordre au Danemark lorsqu'elle apparut dans le film L'Abîme. Elle était d'un naturalisme et d'un érotisme rares au cinéma en 1910. La censure danoise était plus libérale que dans la plupart des autres pays. Comme bien des Danois, elle fut tentée par Berlin, où le producteur Paul Davidson construisit un studio spécialement pour elle. Nielsen pouvait être totalement convaincante en ouvrière. Dans La pauvre génie, elle devint la maîtresse d'un homme riche. Interprétant une étoile de cinéma, elle tourne en ridicule les comportements de stars. Et se plaint de la photographie sur les rushs de la veille. En 1912, Nielsen était l'actrice de cinéma la plus célèbre d'Europe et l'on donnait son nom à des salles. Les Allemands la prirent en affection et dans ce film, elle joue la fille d'un général qui lui offre une promenade en dirigeable. Celui-ci inaugura la première ligne aérienne reliant entre elles les principales villes allemandes.
C'est depuis ce Zeppelin que furent prises ces vues aériennes de la Ruhr. Asta Nielsen profita de l'occasion pour lancer 5000 prospectus vantant une nouvelle salle. En Grande-Bretagne, le dirigeable a été perçu comme une menace. Ce film d'animation de la première heure, réalisé par Walter Boff, porte à l'écran la peur d'une agression allemande. Bien que fort sommaire comparé au travail des Français, il traduisait graphiquement ce sentiment que la Manche ne constituait plus une protection face à l'invasion. Une société de production britannique fabriquait aussi des aéroplanes. Cet engin d'observation de la British and Colonial à Bristol tint un rôle dans un film d'espionnage avec Percy Meran. L'aviation n'avait pas 10 ans lorsque fut tourné ce film et le public était fasciné de voir une machine volante d'aussi près. Les sociétés de production se servaient des machines les plus récentes et les plus rapides, et les poursuites devenaient plus techniques et plus inventives. La course-poursuite avait prêté matière à comédie en France. Comédie alors aussi anarchique que la société était conventionnelle et guindée. Cette parodie italienne de l'engouement pour le tango semble propulser acteurs et caméras sur un carrousel. Ceci fut tourné à Merton Park, non loin de Londres. Le héros de cette comédie britannique possède un tapis magique qui se charge de sa note de restaurant. La frénésie s'empare des comédies. Léonce Perret, réalisateur et comédien, croyait quant à lui au calme et à la tranquillité, rendant ainsi plus vraisemblables ses comédies familiales. Au retour de son mari, l'épouse découvre un cheveu de femme. Et elle déclare en avoir trouvé 2 autres sur son par-dessus. Vers 1913, Max Linder était le roi de la comédie. Il fit ses débuts en 1905 et devint bientôt la première grande star de l'écran. Il était l'un des cinéastes les plus imaginatifs.
Linder écrivait et réalisait ses propres films depuis 2 ans et il faisait preuve d'une étonnante inventivité comique. Il tournait ses courtes scénettes au rythme d'1 par semaine. Linder fut l'un des grands inspirateurs de Chaplin, qu'il appelait mon professeur, et réalisa ce film évoquant leur rencontre en 1917. En 1913, le film européen atteignit de nouveaux sommets. Les épopées historiques assuraient la suprématie du cinéma italien. Quo Vadis recueillit tous les suffrages, mais Les Derniers Jours de Pompéi fut le triomphe artistique de l'année. Il y eut en fait 2 versions, dont chacune connut un succès colossal aux États-Unis. Les industriels italiens investissaient énormément d'argent dans le cinéma. En 1913, on comptait 200 studios et l'on sortait 3 films par jour. Il y avait du travail pour les foules entières de figurants et le cinéma devint une source de fierté pour un pays par ailleurs si pauvre. La plus grande épopée italienne fut produite en 1913. Ses décors et sa photographie étaient sans précédent. Et aux États-Unis, ce genre de plan travelling a gardé pendant des années le nom de mouvement Cabiria. L'intrigue évoquait les sacrifices humains au dieu Moloch. Ce genre de péplum attirant un vaste public, il fallait construire de plus grandes salles. Le Gaumont Palace à Paris comptait 3500 places. Et il fallait des films plus longs pour remplir ces grands cinémas. Celui-ci durait près de 2 heures. Il racontait l'histoire du kidnapping d'une petite fille et son sauvetage par un membre du gang. Il était réalisé par le comédien Léonce Perret, qui se révéla à la hauteur de n'importe quel metteur en scène. Les kidnappeurs réunissent la fille et son père pour demander ensuite plus d'argent. Germinal fut le plus dérangeant des nouveaux films. Tourné en extérieur, c'était une adaptation du roman de Zola sur la vie et la mort à la mine. Lorsque les mineurs se mettent en grève, on fait appel à l'armée. Les ouvriers n'en sont que plus déterminés et plus violents. Les Danois nous donnèrent un autre maître de la réalisation avec Benjamin Christiansen, qui jouait avec la lumière comme s'il l'avait inventée pour ce film d'espionnage situé lors d'une guerre imaginaire. En France, le cinéaste Alfred Machin produisit ce film dénonçant la guerre en Paticolor.
Cette histoire d'aviateur fut réalisée alors que les militaires considéraient que les aéroplanes ne pouvaient guère servir qu'à des missions de reconnaissance. On ignorait encore les combats aériens. Pour le public d'avant-guerre, ceci était de la science-fiction. Il y avait de l'ironie dans ce film pacifiste danois en 1914. Dirigé par Holger Madsen, il anticipait avec trop de clairvoyance la misère qui planait. Basé sur un scénario de Karl Dreyer, le futur grand réalisateur que des scènes comme celle-ci allaient rendre célèbre. Il était destiné au Congrès international pour la paix qui devait se tenir à Vienne en septembre 1914. Le congrès fut annulé à la suite d'un événement qui devait survenir dans les Balkans. Les dernières images de l'archiduc François Ferdinand avant son assassinat. Il avait fait l'objet d'un premier attentat et, arrivé à la mairie, son chauffeur examine les dommages subis par le véhicule. 3 minutes après avoir quitté la mairie, l'archiduc était mort. L'Europe et son industrie cinématographique allaient en être changées pour toujours. Ce sont les Britanniques qui s'en rendaient le moins compte. Cet été-là, ils refaisaient la guerre des Deux Roses sur les collines du Sussex, tentant vainement de rivaliser avec les Italiens dans le domaine des films à grand spectacle. Le Kaiser avait beau vénérer le militarisme, il n'en était pas moins alarmé par la tournure que prenaient les événements. L'Austro-Hongrie s'était déjà mobilisée contre la Serbie. La France mobilisa le 1er août. 3 jours plus tard, l'Allemagne déclarait la guerre à la France. La scène fut recréée en 1916 par Paul Lenny. Lorsque les Français partirent par milliers pour le front, leur industrie cinématographique fut paralysée du jour au lendemain. Les autorités militaires considéraient que les images animées ne pouvaient guère servir à autre chose qu'à des exercices de tir. L'armée britannique a interdit les caméras à proximité des hostilités. Elle ressentait comme une indignité que l'on brosse un portrait pour que s'en délectent les étrangers. À défaut de la guerre elle-même, les actualités couvraient les effets de celle-ci, annonçant leur reportage avec une jubilation malsaine. Le gouvernement britannique reconnaissait l'importance de la propagande, mais ne voyait pas quel parti pouvait y prendre le cinéma. On n'allait pas au-delà des dessins animés et des cartes illustrées. Il fallut une année entière pour convaincre ses services de l'utilité du film. Et l'on obtint un film sur la préparation de la guerre. L'absence de véritable prise de vue poussa les cinéastes à en créer eux-mêmes. La menace du dirigeable était devenue réalité. Mais ces fausses actualités montrant un raid en Zeppelin sur l'Angleterre n'avaient guère progressé par rapport au dessin animé de 1909. Cette bataille, issue d'un film de propagande allemand, bénéficia probablement d'une assistance militaire. Les Allemands furent les premiers à saisir l'utilité du cinéma. La propagande allemande n'était pas agressive, car l'occupant cherchait à se faire bien voir des occupés. Les Allemands parvenaient à trouver comique le rationnement alimentaire. Un homme cherche désespérément du beurre. Sa fiancée ne l'épousera que s'il en trouve.
Afin de résoudre le problème, il lui offre une vache pour son anniversaire. C'est pendant la guerre que les Allemands ont découvert le cinéma. Et ils découvrirent Lubitsch. Ernst Lubitsch était un comique juif qui devint réalisateur. Il débordait de talent et ce qui allait devenir le Lubitsch-Tausch était déjà présent dans ses premières comédies. La guerre allait priver la France de son acteur fétiche, Max Linder. Devenu chauffeur militaire, il fut blessé et devait bientôt partir pour l'Amérique. Un petit garçon appelé Boudezan était l'un des comiques les plus populaires en ces temps de guerre. Le voici dans une scène d'une des grandes séries de Louis Feuillade. Il fit aussi de nombreux courts-métrages. L'Italie entre en guerre en mai 1915 aux côtés des Alliés. Et ce film de propagande montre comment Massiste, leur homme fort de renommée mondiale, affronte l'ennemi autrichien. L'Italie, qui avait été tant admirée, fut obligée de réduire sa production. La César Film produisit un film annonçant le nouveau réalisme. Filmé dans les rues de Naples, il était interprété et co-réalisé par Francesca Bertini, la première diva italienne, célèbre pour ses rôles chargés d'émotion et qui impressionna ses successeurs par le surprenant naturel de sa prestation. Sa rivale, Lydia Borelli, avait un jeu d'un lyrisme passionné, plus en accord avec l'image de la diva. Elle enrichit la langue italienne d'un nouveau mot, le borellisme. Matinée pour enfants en Angleterre. Mais enfants ou adultes, les cinémas faisaient ça le comble pour la première fois. Il paraissait primordial de montrer l'Angleterre, l'Angleterre des traditions, l'Angleterre pour qui les troupes se battaient. Ce film fut réalisé par Rex Wilson et la photographie en fut assurée par l'Italien Silvano Balboni. La beauté rurale de la France fut immortalisée à l'écran avec un plus grand sentiment d'urgence, car trop de choses avaient été détruites depuis le début de la guerre. Comment savoir jusqu'où le front allait s'étendre? Le midi de la France, la Camargue et bien d'autres décors naturels avaient été utilisés dans Zygomar, le précurseur de la série. Débordant d'action, ce film à épisodes devint la coqueluche du public dans le monde entier. Paris en guerre se laissa fasciner par les séries. Dans Les Vampires, réalisé par Louis Feuillade, des cambrioleurs utilisent un gaz soporifique pour neutraliser les invités lors d'une réception. Les Allemands venaient d'utiliser, quelques mois plus tôt, des gaz toxiques sur le front occidental. Homunculus était l'équivalent allemand. Un homme crée un laboratoire qui tente de prendre le pouvoir sur le monde.
Les Allemands luttaient sur plusieurs fronts. Ils combattaient les Russes à l'Est et les autorités voulaient recruter autant de Polonais que possible. Paul Leni, qui allait devenir un directeur artistique et un réalisateur de renom, réalisa son premier film en Pologne. C'est l'histoire d'un médecin militaire qui gagne un aristocrate polonais à la cause impériale. Les Français s'étaient mis à montrer régulièrement des scènes de front au public avec une série d'actualités appelées les Annales de la guerre. En 1916, le gouvernement britannique reconnut enfin la valeur de l'image animée. Le premier des films de guerre officiels fut tourné essentiellement par Geoffroy Malins de la Gaumont. Le film regorgeait des habituelles scènes de troupes en marche, mais d'autres aussi, comme cette mine terrestre explosant sur les lignes allemandes. Les batailles étaient certes vues de loin, mais pour le public britannique, tout cela était d'une stupéfiante nouveauté. Il ne pouvait pas savoir que cette scène d'assaut avait été reproduite à l'arrière et que ces mourants qui l'avaient tellement impressionné étaient des comédiens. Ce film attira des centaines de milliers de personnes qui n'étaient jamais allées au cinéma auparavant et il modifia la perception britannique de cet art. Le ministre de la guerre devint féru de cinéma et des employés de la société Epworth apprirent aux officiers le maniement du matériel cinématographique. Le Canadien Lord Beaverbrook, qui allait devenir ministre de l'Information, était un fervent admirateur du cinéma. Il chargea toute une flotte de camions de l'armée, équipés de projecteurs, de porter la propagande jusque dans les villages et les camps militaires les plus éloignés. En France, on projetait des films jusque dans les cinémas du front, dont certains continuaient, même si, pilonnés par l'artillerie, ils tenaient à peine debout. Les plus populaires étaient les films de Chaplin et les westerns. Mais les soldats aimaient surtout les films de guerre. Ils hurlaient de rire devant des films comme cette production danoise, plus proche de la naissance d'une nation, la récente épopée de Griffith, que de la véritable guerre. La véritable guerre ne ressemblait pas à tout cela, mais elle avait été bien saisie sur pellicule. La couverture allemande de la guerre était particulièrement saisissante car des unités de combat armées de caméras avaient été envoyées à l'action par un nouveau bureau de la photographie des forces armées, le BUFA, Bild und Filmamt. Ces unités firent un film sur Manfred von Richthofen, le Baron Rouge, et les as de l'aviation sur le front occidental. Pour tourner cette scène époustouflante, on installa une caméra automatique sur une aile afin d'immortaliser cette bataille aérienne avec un avion britannique. Lorsque les Américains entrèrent en guerre en 1917, ils montrèrent au monde ceux dont la propagande cinématographique était capable. Ils nettoyèrent les pays neutres des films ennemis en les prévenant que s'ils projetaient le moindre film allemand, ils seraient privés des films de Charlie Chaplin. Le Kaiser et son haut commandement s'inquiétaient des dommages causés par cette propagande. Le général Ludendorff rédigea un document qui consacrait la fondation d'une nouvelle société, l'UFA. Il est d'une extrême importance que soient tournés des films ayant le plus grand impact possible. Ludendorff voulait une machine nationale de propagande. Les banquiers y virent une occasion de mettre la main sur l'argent de l'État. Les cinéastes s'en servirent pour tourner des films qu'ils voulaient faire. Des années durant, le cinéma allemand avait été dominé par la Nordisch danoise. L'UFA mit fin à cet état de choses en reprenant son réseau de distribution. Curieusement, l'UFA distribua ce film pacifiste de la Nordisk, jadis banni, où une courageuse infirmière s'élevait contre la guerre. Le cinéma danois avait atteint son zénith avec ce film de Benjamin Christiansen. Sa réalisation faisait preuve de plus d'imagination que tout ce qui avait été fait jusqu'alors.
La perte du marché d'Europe centrale sonna le glas du Danemark en tant que pays producteur de films. En ces lieux et places s'élevait une nouvelle industrie allemande, fondée sur l'UFA, elle-même formée d'une kyrielle de sociétés comme celle-ci, qui réalisa ce film de Paul Wegener. En tant que machine de propagande, l'échec de l'UFA fut total. Même les appels pour les emprunts de guerre comme ce jeune Siegfried furent réalisés ailleurs. Mais elle fit l'acquisition de nombreux talents, notamment du réalisateur Ernst Lubitsch, l'ancien comique juif dont les comédies débordantes de vie comptaient parmi les rares plaisirs de ceux qui, à l'intérieur du pays, souffraient de la faim et de la misère. Paula Negri fut l'une des premières grandes stars de l'UFA. La première de Carmen eut lieu dans la nuit du 8 novembre 1918 au son des tirs d'artillerie. Guillaume II abdiqua le lendemain tandis que les révolutionnaires socialistes envahissaient la rue. Le type de propagande qu'avait espéré Ludendorff fut réalisé par les Britanniques. Ce court-métrage du ministère de l'Information est signé Epworth. Le message aux spectateurs était qu'une fois la guerre finie, il leur faudrait affronter les Allemands en tant que civils, en tant que voyageurs de commerce. D'après Herbert Brennan, l'armée allemande avait déjà envahi la Grande-Bretagne avec des convois motorisés. Ce réalisateur américano-irlandais s'était vu commander par le gouvernement britannique la production d'un grand film de propagande sur l'invasion allemande, impliquant des centaines de soldats, ce qui leur sauva probablement la vie, et mettant en scène Hélène Terry, la plus grande comédienne du théâtre britannique. Hélène Terry joue une mère dont le fils a obtenu la Croix de guerre anglaise, mais dont on doit lui annoncer la mort. Ce film fut rattrapé par l'armistice et mis au rebut. 4 ans de guerre avaient anéanti l'Europe et son industrie cinématographique en fut l'une des victimes. Ces marchés mondiaux perdus, elle rendit les armes à Hollywood. Avec tant de millions de morts, l'Europe avait atteint son point le plus bas. Si le cinéma avait perdu son pouvoir commercial, la guerre lui avait donné un nouveau regard. Au dernier jour de la guerre, Abel Gance s'était lancé dans un film pacifiste à grand spectacle. Sous les yeux du poète-soldat Jean Diaz, les morts se lèvent pour demander des comptes aux vivants. Diaz rassure la population terrifiée, mais demande alors si ce grand sacrifice a servi à quelque chose. Que vous a donc apporté la guerre? Qu'avez-vous fait depuis que votre mari a été tué? J'accuse.
Quand Abel Gance a tourné cette scène, un général lui a demandé « Qui accusez-vous » Il répliqua « J'accuse la guerre, j'accuse l'homme, j'accuse la stupidité universelle. » Le gouvernement britannique reconnaissait l'importance de la propagande, mais ne voyait pas quel parti pouvait y prendre le cinéma. On n'allait pas au-delà des dessins animés et des cartes illustrées. Il fallut une année entière pour convaincre ses services de l'utilité du film. Et l'on obtint un film sur la préparation de la guerre. L'absence de véritable prise de vue poussa les cinéastes à en créer eux-mêmes. La menace du dirigeable était devenue réalité. Mais ces fausses actualités montrant un raid en Zeppelin sur l'Angleterre n'avaient guère progressé par rapport au dessin animé de 1909. Cette bataille, issue d'un film de propagande allemand, bénéficia probablement d'une assistance militaire. Les Allemands furent les premiers à saisir l'utilité du cinéma. La propagande allemande n'était pas agressive, car l'occupant cherchait à se faire bien voir des occupés. Les Allemands parvenaient à trouver comique le rationnement alimentaire. Un homme cherche désespérément du beurre. Sa fiancée ne l'épousera que s'il en trouve. Afin de résoudre le problème, il lui offre une vache pour son anniversaire. C'est pendant la guerre que les Allemands ont découvert le cinéma. Et ils découvrirent Lubitsch. Ernst Lubitsch était un comique juif qui devint réalisateur. Il débordait de talent et ce qui allait devenir le Lubitsch-Tausch était déjà présent dans ses premières comédies. La guerre allait priver la France de son acteur fétiche, Max Linder. Devenu chauffeur militaire, il fut blessé et devait bientôt partir pour l'Amérique. Un petit garçon appelé Boudezan était l'un des comiques les plus populaires en ces temps de guerre. Le voici dans une scène d'une des grandes séries de Louis Feuillade. Il fit aussi de nombreux courts-métrages. Le Canadien Lord Beaverbrook, qui allait devenir ministre de l'Information, était un fervent admirateur du cinéma. Il chargea toute une flotte de camions de l'armée équipés de projecteurs,
de porter la propagande jusque dans les villages et les camps militaires les plus éloignés. En France, on projetait des films jusque dans les cinémas du front, dont certains continuaient, même si, pilonnés par l'artillerie, ils tenaient à peine debout. Les plus populaires étaient les films de Chaplin et les westerns. Mais les soldats aimaient surtout les films de guerre. Ils hurlaient de rire devant des films comme cette production danoise, plus proche de la naissance d'une nation, la récente épopée de Griffith, que de la véritable guerre. La véritable guerre ne ressemblait pas à tout cela, mais elle avait été bien saisie sur pellicule. La couverture allemande de la guerre était particulièrement saisissante, car des unités de combat armées de caméras avaient été envoyées à l'action par un nouveau bureau de la photographie des forces armées, le BUFA, Bild und Filmamt. Ces unités firent un film sur Manfred von Richthofen, le Baron Rouge, et les as de l'aviation sur le front occidental. Pour tourner cette scène époustouflante, on installa une caméra automatique sur une aile afin d'immortaliser cette bataille aérienne avec un avion britannique. Lorsque les Américains entrèrent en guerre en 1917, ils montrèrent au monde ceux dont la propagande cinématographique était capable. Ils nettoyèrent les pays neutres des films ennemis en les prévenant que s'ils projetaient le moindre film allemand, ils seraient privés des films de Charlie Chaplin. Le Kaiser et son haut commandement s'inquiétaient des dommages causés par cette propagande. Le général Ludendorff rédigea un document qui consacrait la fondation d'une nouvelle société, l'UFA. Il est d'une extrême importance que soient tournés des films ayant le plus grand impact possible. Ludendorff voulait une machine nationale de propagande. Les banquiers y virent une occasion de mettre la main sur l'argent de l'État. Les cinéastes s'en servirent pour tourner des films qu'ils voulaient faire. Des années durant, le cinéma allemand avait été dominé par la Nordisch danoise. L'UFA mit fin à cet état de choses en reprenant son réseau de distribution. Curieusement, l'UFA distribua ce film pacifiste de la Nordisk, jadis banni, où une courageuse infirmière s'élevait contre la guerre. Le cinéma danois avait atteint son zénith avec ce film de Benjamin Christiansen. Sa réalisation faisait preuve de plus. Leurs techniciens se mirent à relier des scènes entre elles, à les monter, ce qui en augmenta l'impact. George Albert Smith utilisa d'audacieux gros plans dans des films de trucage, longtemps avant qu'ils ne deviennent à la mode dans les longs métrages. Dans ce film de James Williamson, un homme rendu fou par les photographes entreprend d'avaler la caméra. En Angleterre, le cinéma gagna en prestige avec l'apparition de la famille royale. Lors des obsèques de la reine Victoria en 1901, le nouveau roi Édouard VII arrêta un moment le cortège. Ce geste est entré dans la légende comme celui du roi posant pour la caméra. À cette époque, le cinéma était essentiellement une distraction de la classe ouvrière, souvent représentée par des forains. La Sheffield Photographic Company était composée de montreurs ambulants, qui tournaient aussi leurs propres films. Celui-ci fut exporté aux États-Unis comme la plupart des films anglais d'alors. Avec sa poursuite, représentée par une succession de plans, il inspira le grand thème américain de l'attaque du train. La plupart des projections avaient lieu sur les champs de foire. Voici les seules images qui nous restent de la foule qui s'y engouffrait. Un brave paysan se moque du cinématographe jusqu'à ce que, comme le train des Lumières, celui-ci se révèle un peu trop réaliste. Les représentations laissaient souvent à désirer. Outre la mauvaise qualité des copies, un autre risque plus sérieux inquiétait les gens, le feu. En 1897 à Paris, un tragique incendie causé par un projectionniste tua 140 personnes, dont la plupart appartenaient aux hautes sphères de la société.
Des lois furent votées visant à des constructions plus fonctionnelles. Pour quelques sous, on avait un certain confort. Les femmes se sentaient en sécurité, il y avait de la musique et la rassurante présence d'un pompier. Parmi ses premiers films les plus appréciés furent sans conteste ceux de Georges Méliès. C'est lui-même que nous voyons ici. Méliès construisit le premier véritable studio cinématographique à Montreuil, où il tourna quantité de films d'une surprenante inventivité. Méliès faisait absolument tout. Il construisit même sa propre caméra parce nous sommes aujourd'hui saturés d'images. La plupart du temps, nous ne leur accordons pas plus d'attention qu'à nos papiers peints. Les images animées ne sont plus un événement. Il y a 100 ans, elles relevaient du miracle. Lorsque les spectateurs virent ce train se précipiter sur eux, ils prirent la fuite. Un nouvel art était né, une énergie nouvelle se déchaînait. Cette force surgissait de l'obscurité, portée par un rayon de lumière. Dans les premières décennies du cinéma, c'est en Europe que sont nés les plus grands films du monde. L'Europe a mené le monde jusqu'à la Première Guerre mondiale. Si elle a été rattrapée par l'Amérique au plan commercial, elle demeure inégalée au plan artistique. En 1894, les films ne pouvaient être vus que par une seule personne à la fois, sur des machines à pièces. La projection sur grand écran et la réalisation de toute une gamme de nouveaux films fut l'objet d'une course, remportée par Louis Lumière, que nous voyons ici dans les années 20 avec sa célèbre caméra. Louis Lumière et son frère Auguste possédaient l'une des plus grandes usines de plaques photographiques d'Europe. Et en 1895, ils présentèrent une série de films. En décembre eut lieu la première représentation publique payante, dont voici le premier film. Des ouvriers sortant de leur usine à Lyon. 30... Les exploitants ayant longtemps espéré des mécènes plus fortunés, les films étaient faits pour évoquer des pièces de théâtre luxueusement montées. La musique de ce célèbre film, réalisé par une société appelée Film d'Art, fut orchestrée par l'éminent compositeur Camille Saint-Saëns. Sarah Bernard, la plus grande actrice française, avait bien compris le nouveau statut du cinéma. Cette production d'1 heure présenta les films de fiction à l'Amérique.
Angleterre, la production cinématographique était encore une industrie artisanale. C'est dans le jardin de cette maison de Walton-on-Thames que fut construit le premier studio de Cecil Hepworth, l'un des grands pionniers du cinéma. Sa petite société commença par produire des centaines de courts-métrages, comme cette comédie de 1901, racontant les mésaventures d'un plombier. Hepworth fut bientôt plus exhaustif. Il avait un chien appelé Blair et un bébé prénommé Barbara. Il les mit tous les deux dans un film où une gitane ayant volé l'enfant, le chien entreprend de le retrouver. Plus que jamais, ce simple film faisait appel au montage pour raconter une histoire. Il définit les critères pour de nombreux films de poursuite et de suspense à venir. Cecil Hepworth y jouait et l'on a même dit que c'est lui qui l'avait réalisé. C'était en fait le travail de son employé, Lewin Fitzamon. Coût total de la production, 7 livres, 13 shillings et 9 pence. De retour auprès d'une madame Hepworth rongée par l'angoisse. Le chien est porté en triomphe, le bébé. Hepworth en vendit tant de copies de par le monde que le négatif finit par s'user. Il dut refaire 2 fois le film pour répondre à la demande. Ce sont les Français qui portèrent le film à suspense à sa perfection. Il y avait de l'ironie dans ce film pacifiste danois en 1914. Dirigé par Holger Madsen, il anticipait avec trop de clairvoyance la misère qui planait. Basé sur un scénario de Karl Dreyer, le futur grand réalisateur que des scènes comme celle-ci allaient rendre célèbre. Il était destiné au Congrès international pour la paix qui devait se tenir à Vienne en septembre 1914. Le congrès fut annulé à la suite d'un événement qui devait survenir dans les Balkans. Les dernières images de l'archiduc François Ferdinand avant son assassinat. Il avait fait l'objet d'un premier attentat et, arrivé à la mairie, son chauffeur examine les dommages subis par le véhicule. 3 minutes après avoir quitté la mairie, l'archiduc était mort. L'Europe et son industrie cinématographique allaient en être changées pour toujours. Ce sont les Britanniques qui s'en rendaient le moins compte. Cet été-là, il refaisait la guerre des 2 roses sur les collines du Sussex, tentant vainement de rivaliser avec les Italiens dans le domaine des films à grand spectacle. Le Kaiser avait beau vénérer le militarisme, il n'en était pas moins alarmé par la tournure que prenaient les événements. L'Austro-Hongrie s'était déjà mobilisée contre la Serbie. La France mobilisa le 1er août. 3 jours plus tard, l'Allemagne déclarait la guerre à la France. La scène fut recréée en 1916 par Paul Lény. Lorsque les Français partirent par milliers pour le front, leur industrie cinématographique fut paralysée du jour au lendemain. Les autorités militaires considéraient que les images animées ne pouvaient guère servir à autre chose qu'à des exercices de tir. L'armée britannique a interdit les caméras à proximité des hostilités. Elle ressentait comme une indignité que l'on brosse un portrait pour que s'en délectent les étrangers. À défaut de la guerre elle-même, les actualités couvraient les effets de celle-ci, annonçant leur reportage avec une jubilation malsaine. Le gouvernement britannique reconnaissait l'importance de la propagande, mais ne voyait pas quel parti pouvait y prendre le cinéma. On n'allait pas au-delà des dessins animés et des cartes illustrées. Il fallut une année entière pour convaincre ses services de l'utilité du film. Et l'on obtint un film sur la pion se servait des machines les plus récentes et les plus rapides. Et les poursuites devenaient plus techniques et plus inventives.
La course-poursuite avait prêté matière à comédie en France. Comédie alors aussi anarchique que la société était conventionnelle et guindée. Cette parodie italienne de l'engouement pour le tango semble propulser acteurs et caméras sur un carrousel. Ceci fut tourné à Merton Park, non loin de Londres. Le héros de cette comédie britannique possède un tapis magique qui se charge de sa note de restaurant. La frénésie s'empare des comédies. Léonce Perret, réalisateur et comédien, croyait quant à lui au calme et à la tranquillité, rendant ainsi plus vraisemblables ses comédies familiales. Au retour de son mari, l'épouse découvre un cheveu de femme. Et elle déclare en avoir trouvé 2 autres sur son par-dessus. Réalisé ailleurs. Mais elle fit l'acquisition de nombreux talents, notamment du réalisateur Ernst Lubitsch, l'ancien comique juif dont les comédies débordantes de vie comptaient parmi les rares plaisirs de ceux qui, à l'intérieur du pays, souffraient de la faim et de la misère. Paula Negri fut l'une des premières grandes stars de l'UFA. La première de Carmen eut lieu dans la nuit du 8 novembre 1918 au son des tirs d'artillerie. Guillaume II abdiqua le lendemain, tandis que les révolutionnaires socialistes envahissaient la rue. Le type de propagande qu'avait espéré Ludendorff fut réalisé par les Britanniques. Ce court-métrage du ministère de l'Information est signé Epworth. Le message aux spectateurs était qu'une fois la guerre finie, il leur faudrait affronter les Allemands en tant que civils, en tant que voyageurs de commerce. D'après Herbert Brennan, l'armée allemande avait déjà envahi la Grande-Bretagne avec des convois motorisés. Ce réalisateur américano-irlandais s'était vu commander par le gouvernement britannique la production d'un grand film de propagande sur l'invasion allemande, impliquant des centaines de soldats, ce qui leur sauva probablement la vie, et mettant en scène Ellen Terry, la plus grande comédienne du théâtre britannique. Ellen Terry joue une mère dont le fils a obtenu la Croix de guerre anglaise, mais dont on doit lui annoncer la mort. Ce film fut rattrapé par l'armistice et mis au rebut. 4 ans de guerre avaient anéanti l'Europe et son industrie cinématographique en fut l'une des victimes. Ses marchés mondiaux perdus. Les industriels italiens investissaient énormément d'argent dans le cinéma. En 1913, on comptait 200 studios
et l'on sortait 3 films par jour. Il y avait du travail pour les foules entières de figurants et le cinéma devint une source de fierté pour un pays par ailleurs si pauvre. La plus grande épopée italienne fut produite en 1913. Ses décors et sa photographie étaient sans précédent. Et aux États-Unis, ce genre de plan travelling a gardé pendant des années le nom de mouvement Cabiria. L'intrigue évoquait les sacrifices humains au dieu Moloch. Ce genre de péplum attirant un vaste public, il fallait construire de plus grandes salles. Le Gaumont Palace à Paris comptait 3500 places. Et il fallait des films plus longs pour remplir ces grands cinémas. Celui-ci durait près de 2 heures. Il racontait l'histoire du kidnapping d'une petite fille et son sauvetage par un membre du gang. Il était réalisé par le comédien Léonce Perret, qui se révéla à la hauteur de n'importe quel metteur en scène. Les kidnappeurs réunissent la fille et son père pour demander ensuite plus d'argent. Germinal fut le plus dérangeant des nouveaux films. Tourné en extérieur, c'était une adaptation du roman de Zola sur la vie et la mort à la mine. Lorsque les mineurs se mettent en grève, on fait appel à l'armée. Les ouvriers n'en sont que plus déterminés et plus violents. Les Danois nous donnèrent un autre maître de la réalisation avec Benjamin Christiansen, qui jouait avec la lumière comme s'il l'avait inventée pour ce film d'espionnage situé lors d'une guerre imaginaire. Square, qu'ils filmèrent également. L'Empire était un music-hall et le cinématographe n'était qu'une petite attraction sur la grande affiche. Mais il était immensément populaire. 15 jours plus tard, de l'autre côté de la place, à l'Alhambra, Robert William Paul présentait son animatographe utilisant ses propres caméras et projecteurs. Bientôt, aucun spectacle de music-hall ne put se passer de sa représentation cinématographique. Les lumières devaient travailler dur pour rester en tête. Ils envoyaient leurs caméramens en des endroits éloignés et dangereux et inventaient de formidables histoires pour maintenir le public en haleine. Les caméramens inventèrent le travelling sans même s'en rendre compte lorsqu'ils installèrent une caméra sur un train. Et ils montrèrent l'ancien Trocadéro à Paris depuis l'ascenseur de la Tour Eiffel. Les Britanniques se révélèrent aussi inventifs que les Français pendant une période de brève mais glorieuse, à la fin du siècle dernier. Leurs techniciens se mirent à relier des scènes entre elles, à les monter, ce qui en augmenta l'impact. George Albert Smith utilisa d'audacieux gros plans dans des films de trucage, longtemps avant qu'ils ne deviennent à la mode dans les longs métrages. Dans ce film de James Williamson, un homme rendu fou par les photographes entreprend d'avaler la caméra. En Angleterre, le cinéma gagna en prestige avec l'apparition de la famille royale. Lors des obsèques de la reine Victoria en 1901, le nouveau roi Édouard VII arrêta un moment le cortège. Ce geste est entré dans la légende comme celui du roi posant pour la caméra. À cette époque, le cinéma était essentiellement une distraction de la classe ouvrière, souvent représentée par des forains.
La Sheffield Photographic Company était composée de montreurs ambulants qui tournaient aussi leurs propres films. Celui-ci fut exporté aux États-Unis comme la plupart des films anglais d'alors. Avec sa poursuite, représentée par une succession de plans, il inspira le grand thème américain de l'attaque du train. La plupart des projections avaient lieu sur les champs de foire. Voici les seules images qui nous restent de la foule qui s'y engouffrait. Un brave paysan se moque du cinématographe jusqu'à ce que, comme le train des Lumières, celui-ci se révèle un peu trop réaliste. Les représentations laissaient souvent à désirer, outre la mauvaise qualité des... Pour ce sacre d'Édouard VII, les caméras ne furent pas autorisées à filmer dans l'abbaye de Westminster. Pour le marché britannique, le producteur Charles Urban confia cette mission à Méliès, qui simula obligeamment le tout dans un petit studio. Ces films étaient souvent coloriés à la main, et plus souvent encore illégalement copiés, surtout en Amérique, où ils avaient un énorme succès. La colorisation à la main était certes trop coûteuse pour s'appliquer à chaque film, mais l'image animée devait affronter une sérieuse concurrence. Bien avant le cinéma, les lanternes magiques avaient une tradition en matière de qualité, de couleur et de mouvement. Les diapositives avaient anticipé bien des mécanismes cinématographiques. Les jouets optiques avaient eux aussi habitué les gens à l'idée du mouvement. En France, le pionnier Léon Gaumont saisit le potentiel de la nouvelle image animée. Il entreprit la fabrication de matériel et de pellicules, ainsi que de la production de films. Il était en rivalité avec la société Pathé, symbolisée par le coq gaulois, qui agrémentait sa vaste production de films à trucage pour concurrencer Méliès. En Allemagne, les producteurs faisaient leur premier pas vers une forme d'imaginaire qui ferait un jour leur réputation. Métamorphosée par une pluie de pièces magiques, la petite paysanne part pour le pays enchanté. Oskar Mester fut le pionnier du cinéma allemand. Comme tous les cinéastes, Mester connaissait le pouvoir d'attraction du sexe, artistiquement représenté pour contourner la censure. « 20 ans avant l'avènement du son, et avec d'autres producteurs, il présenta des images parlantes en utilisant le gramophone. Il est tout à fait étonnant que ces promoteurs soient parvenus à synchroniser à un stade aussi précoce. L'amplification était insuffisante pour les grandes salles. Mais avant d'être abandonné, le système obtint de remarquables là à la hauteur de n'importe quel metteur en scène. Les kidnappeurs réunissent la fille et son père pour demander ensuite plus d'argent. Germinal fut le plus dérangeant des nouveaux films. Tourné en extérieur, c'était une adaptation du roman de Zola sur la vie et la mort à la mine. Lorsque les mineurs se mettent en grève, on fait appel à l'armée. Les ouvriers n'en sont que plus déterminés et plus violents.
Les Danois nous donnèrent un autre maître de la réalisation avec Benjamin Christiansen, qui jouait avec la lumière comme s'il l'avait inventée pour ce film d'espionnage situé lors d'une guerre imaginaire. En France, le cinéaste Alfred Machin produisit ce film dénonçant la guerre, en Pâté-Color. Cette histoire d'aviateur fut réalisée alors que les militaires considéraient que les aéroplanes ne pouvaient guère servir qu'à des missions de reconnaissance. On ignorait encore les combats aériens. Pour le public d'avant-guerre, ceci était de la science-fiction. Il y avait de l'ironie dans ce film pacifiste danois en 1914. Dirigé par Holger Madsen, il anticipait avec trop de clairvoyance Les Allemands luttaient sur plusieurs fronts. Ils combattaient les Russes à l'Est et les autorités voulaient recruter autant de Polonais que possible. Paul Leni, qui allait devenir un directeur artistique et un réalisateur de renom, réalisa son premier film en Pologne. C'est l'histoire d'un médecin militaire qui gagne un aristocrate polonais à la cause impériale. Les Français s'étaient mis à montrer régulièrement des scènes de front au public avec une série d'actualités appelées les Annales de la guerre. En 1916, le gouvernement britannique reconnut enfin la valeur de l'image animée. Le premier des films de guerre officiels fut tourné essentiellement par Geoffroy Malins de la Gaumont. Le film regorgeait des habituelles scènes de troupes en marche, mais d'autres aussi, comme cette mine terrestre explosant sur les lignes allemandes. Les batailles étaient certes vues de loin, mais pour le public britannique, tout cela était d'une stupéfiante nouveauté. Il ne pouvait pas savoir que cette scène d'assaut avait été reproduite à l'arrière et que ces mourants qui l'avaient tellement impressionné étaient des comédiens. Ce film attira des centaines de milliers de personnes qui n'étaient jamais allées au cinéma auparavant et il modifia la perception britannique de cet art. Le ministre de la guerre devint féru de cinéma et des employés de la société Epworth apprirent aux officiers le maniement du matériel cinématographique. Le Canadien Lord Beaverbrook, qui allait devenir ministre de l'Information, était un fervent admirateur du cinéma. Il chargea toute une flotte de camions de l'armée, équipés de projecteurs, de porter la propagande jusque dans les villages et les camps militaires les plus éloignés. En France, on projetait des films jusque dans les cinémas du front, dont certains continuaient, même si, pilonnés par l'artillerie, ils tenaient à peine debout. Les plus populaires étaient les films de Chaplin et les westerns. Mais les soldats aimaient surtout les films de guerre. Ils hurlaient de rire devant des films comme cette production danoise, plus proche de la naissance d'une nation, la récente épopée de Griffith, que de la véritable guerre.